Bonjour à tous. Pour ce débat qui est dédié à l'agriculture biologique, eh bien, nous avons choisi de le centrer cette année, contrairement aux années précédentes, sur l'amont de la filière, donc sur la production et sur un thème transversal, celui de la création variétale. Et on a choisi de le traiter sous l'angle uniquement cette année de la production de semences de légumes bio. Je pense qu'on va réserver, parce que ça le mérite aussi, la problématique fruitière pour une prochaine édition. Donc la question que je vais poser à mes invités, qu'on va se poser collectivement, c'est de savoir si la création variétale elle est adaptée aux spécificités de la production et du marché en bio. C'est vrai qu'on entend souvent les producteurs et leurs techniciens se préoccuper du choix des variétés. Est-ce qu'elles sont adaptées, adaptables à leur système de production bio et même à des situations environnementales qui sont très différentes selon les situations. Donc souvent, en résumé, la question c'est est-ce que le secteur bio est vraiment le parent pauvre de la création variétale ? Alors, c'est peut-être un peu provocateur, mais en tout cas, pour essayer de répondre à ça, on a choisi de réunir autour de cette table et pour le débat, donc les acteurs qui sont concernés, l'Institut technique de la bio, un producteur ou une productrice en l'occurrence, et deux sélectionneurs donc de la filière semences bio. Donc, ce sera l'occasion de préciser en quoi... comment répondre à cette question. Donc je vais plutôt laisser à chaque intervenant le soin de se présenter, et donc on aura besoin des slides de présentation. Bonjour, je m'appelle Mathieu Conseil, je suis chargé de mission maraîchage à l'ITAB, donc je suis chargé d'animer la commission maraîchage et légumes biologiques de l'Institut technique de l'agriculture biologique. L'Institut technique de la bio étant l'institut national dédié à l'agriculture biologique. Tu peux passer peut-être. Et donc dont les principales missions sont de fédérer et coordonner la recherche et l'expérimentation en agriculture biologique sur le territoire français. Dans le domaine des semences, l'ITAB travaille par des commissions filières, donc sur le maraîchage et sur les grandes cultures, à faire donc un état des lieux de la filière semences bio, appuyé par une commission dédiée aux semences et plants. Et depuis quelques années, l'ITAB fait un gros travail sur les semences et plants en agriculture biologique. Donc on a notamment réalisé un état des lieux de la filière semences bio entre 2010 et 2012. On participe dans le cadre d'un groupe d'experts avec l'INEAO, l'interprofession des semences, à la gestion de la base de données semensbiologiques.org. Et donc depuis quelques temps également, on coordonne des programmes de recherche sur la sélection en agriculture biologique qui ont abouti depuis l'année dernière à des propositions réglementaires et depuis également 7 ou 8 ans, l'ITAB participe à des réflexions au niveau européen sur les méthodes de sélection biocompatibles. D'accord, alors on va laisser maintenant la parole à Camille qui va se présenter. Camille Sourdin, je suis animatrice à BioLoire Océan et également productrice. BioLoire Océan, c'est une association de maraîchers et d'arboriculteurs en Pays de la Loire qui regroupe une cinquantaine de fermes. On a 200 hectares de vergers. Est-ce qu'on peut remettre le... Oui, s'il vous plaît. Voilà. Oh, pardon. Voilà. 250 hectares de vergers, 300 de légumes. C'est un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros qui transite via l'association. L'objet de l'association, c'est de structurer la filière fruits et légumes sur une échelle nationale mais aussi régionale. On a un axe de recherche et développement avec notamment de la sélection participative que je vais développer tout à l'heure, et un partage de valeurs communes entre les adhérents, puisque les adhérents ont mis en place un cahier des charges spécifique de production depuis cette année. Donc sur l'axe de la sélection participative, on travaille exclusivement avec des variétés population. Cette année, on travaille sur 8 espèces. Pourquoi est-ce que les maraîchers ont choisi de faire cela? C'est parce qu'ils recherchent des variétés atypiques qui répondent à des besoins spécifiques ou des variétés adaptées à un terroir ou à un contexte pédoclimatique
mais aussi pour se réapproprier un savoir-faire, le savoir-faire paysan, c'est-à-dire replacer le métier au sein de son territoire, de l'amont de la production jusqu'à l'aval. Aujourd'hui, on a quelques résultats. Une tomate cerise du Layon, une carotte violette de la Loire qui a été commercialisée l'année dernière sur une échelle nationale. Et puis utilisation de variétés populations qui sont très peu connues par les maraîchers et qui présentent pourtant un intérêt technique, économique ou culturel selon les cas. Et également des projets de sélection et de multiplication qui sont en cours. On va rentrer bien sûr dans le détail de tout ça au cours du débat. Maintenant, la parole elle va se présenter. Berthilde, pardon. Donc, bonjour à tous, moi c'est Bertie Juard-Barré et je travaille pour une entreprise de production de semences biologiques qui s'appelle De Bolster, qui est située aux Pays-Bas. Donc c'est une entreprise familiale et on est situé, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 5 hectares sur l'exploitation, 60 en Moldavie et 180 en contrat un peu partout en Europe. Ça représente 16 employés à plein temps et après des agriculteurs sur contrat aussi, un peu partout. À notre assortiment, on a plus de 300 variétés, qui peuvent être du domaine public, plutôt des variétés un peu anciennes. Et après, on a aussi des variétés plus modernes avec des droits d'obtenteur. Et là, ça correspond plutôt à une vingtaine de variétés avec sur des cultures plus phares comme du haricot ou du potimarron. La spécialité du Bolster, c'est que ce n'est pas uniquement un producteur, mais aussi des sélectionneurs. L'entreprise a dès le début beaucoup investi dans la sélection et 100% en bio de A à Z. Donc depuis ce jour, on a 4 programmes très importants: potimarron, courgettes, tomates et quelques petits programmes comme des fèves ou de la roquette, des choses comme ça. Il y a 4 sélectionneurs à plein temps. Et surtout, on a une approche qui est différente que de sélectionneurs conventionnels parce qu'on regarde vraiment la plante dans son approche globale. Toute la sélection se fait en bio, à très faible entrant et avec peu d'eau aussi, et selon la bio. Et les critères, c'est par exemple sur un type de plante, on va chercher une plante qui a besoin d'un désherb, qui a un port un peu plus dressé pour pouvoir désherber plus longtemps, ce genre d'approche que d'autres sélectionneurs ne pourraient pas avoir. On va y revenir aussi, c'est l'objet du débat. Yann Delmas pour Vitalis. Alors, bonjour, Yann Delmas, société Vitalis, je suis le responsable commercial Sud-France. Pour rappeler rapidement que Vitalis est la filiale semences biologiques de Enzazaden, qui est une société indépendante et familiale, mais qui fait partie aujourd'hui des 10 plus importants semenciers mondiaux pour la semence potagère. Vitalis a une gestion indépendante et bénéficie largement de la recherche des programmes Enzazaden, mais a aussi des sélections en propre sur son site qui se situe à l'est de la Hollande. Voilà, c'est aujourd'hui 242 variétés en bio et 135 qui sont proposées au catalogue français, avec une expérience maintenant assez longue de plus de 20 ans dans le domaine de la semence biologique. C'est bien pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Alors on va demander de nous passer le deuxième diaporama d'introduction pour servir de support à Mathieu qui va donc nous expliquer un petit peu, nous faire la situation, où est-ce qu'on en est dans la filière. Et avec ce deuxième diaporama donc, qui va venir, je voudrais rappeler que l'un des principes importants de la bio, c'est le maintien de la biodiversité, il fallait encore le rappeler. Et que, au nom de ce principe, il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs disposent d'un large choix de cultivars et de variétés. Donc, est-ce que c'est possible et est-ce que ça l'est tout le temps? Quel est l'état des lieux, Mathieu? Alors, je vais vous présenter rapidement les résultats d'une étude qui a été menée par l'ITAB dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Solibam sur l'utilisation des semences biologiques et sur l'état de la filière semences bio en France. Donc, c'est une étude qui s'est basée sur une période 2010-2012. C'est la diapo suivante. Basée sur une enquête d'une part auprès des utilisateurs de semences, donc les agriculteurs, et également chez les semenciers à l'échelle du territoire européen. Globalement, ce qu'on peut retenir, les principaux points qu'on peut retenir de cette étude sont le fait que 90% des producteurs de légumes veulent utiliser des semences biologiques.
Donc ils sont convaincus qu'il est important pour la filière bio d'avoir une cohérence de la semence jusqu'à l'assiette. C'est plutôt satisfaisant. Ce qu'on peut voir également, c'est que 82% de ces producteurs bio sont des utilisateurs intensifs de semences bio, c'est-à-dire qu'ils utilisent plus de 75% de semences biologiques pour leur production de légumes. C'est relativement important. Ce qui est quand même à pondérer, c'est que 10% des producteurs utilisent moins de la moitié de leurs semences en semences biologiques. C'est là qu'il y a une marge de progrès à faire, probablement. Pour aller plus loin, on a également fait une enquête donc, auprès des producteurs pour savoir s'ils sont contents ou pas des semences qu'ils ont à leur disposition dans le commerce. Pour quelques espèces phares de légumes, on peut constater que le taux d'insatisfaction, donc qui est l'échelle en ordonnée, est relativement importante pour certaines espèces, en particulier le brocoli et le melon, où le taux d'insatisfaction atteint 40%. Donc 40% des producteurs qui utilisent des semences biologiques ne sont pas contents des semences qu'ils utilisent. Et ces espèces-là sont les espèces pour lesquelles il y a la plus grande diminution d'utilisation de semences biologiques sur la période d'étude. Donc il y a un lien très fort entre le ressenti qu'ont les producteurs sur les semences qu'ils utilisent et sur leur utilisation de semences biologiques. Quand on fait l'étude au niveau des sociétés qui commercialisent des semences biologiques, il y a différentes stratégies liées à la production et à la commercialisation de semences en Europe. On a identifié 36 ou 37 sociétés qu'on peut classer en 4 grands types qui vont de la production à 100% de semences biologiques jusqu'à la multinationale qui produit essentiellement des semences conventionnelles et un petit peu de semences biologiques. Entre les deux, il y a vraiment toutes les gammes de semenciers qui existent. Et en termes de progression ou de perspective pour l'avenir quant à la disponibilité en semences biologiques pour les légumes, on se rend compte que l'offre progresse donc en semences biologiques pour certaines espèces importantes comme l'ail, le poivron ou la tomate, du fait de certains semenciers en particulier. Par contre, les perspectives sont beaucoup plus restreintes pour d'autres espèces, et c'est le cas particulièrement pour l'aubergine et les choux. C'est très problématique pour les choux notamment. Et enfin, le dernier point, c'est que parmi les 10% de maraîchers qui utilisent peu de semences biologiques, ce sont surtout des maraîchers qui restent fidèles à leurs anciennes variétés, c'est-à-dire les variétés qu'ils utilisaient historiquement quand ils étaient encore en conventionnel. Donc par habitude, ils ont continué à utiliser ces variétés-là. Et ce sont surtout des producteurs qui sont en circuit long, et donc ils ont une habitude, on va dire, de qualité et une connaissance des variétés qu'ils utilisaient par le passé, et ils veulent conserver cette qualité et ces variétés pour répondre à leur marché. Enfin, où on en est aujourd'hui, c'est que l'ITAB et d'autres partenaires de l'ITAB ont montré qu'il y a des pratiques et des besoins des producteurs bio. Il y a un travail à faire pour développer l'offre et l'utilisation des semences biologiques. Un gros travail de communication à faire en direction des producteurs pour qu'ils s'approprient les variétés qui sont disponibles et qu'ils les utilisent. Il y a également un travail à faire auprès des semenciers. Donc ce travail est en cours, mais il y a un gros travail de fond à faire. Et donc il faut faire le lien entre les producteurs qui utilisent les semences, les semenciers, les pouvoirs publics qui peuvent faire évoluer la réglementation pour faciliter l'utilisation de semences biologiques, et donc des groupes d'experts qui justement font évoluer cette réglementation au niveau national. Je vais juste vous faire un petit bilan rapide des demandes de dérogation sur l'année 2014, juste pour dresser un petit tableau. Donc là, vous avez la liste des espèces pour lesquelles les espèces potagères qui sont hors dérogation. Donc ce sont les espèces pour lesquelles on considère, le groupe d'experts de l'ITAB, de l'INAO, considère qu'il y a suffisamment d'offres sur le marché en France de semences biologiques pour ne pas avoir le droit de demander de dérogation et utiliser des semences conventionnelles non traitées. Donc il y a un certain nombre d'espèces. Vous remarquerez que ce sont surtout les gammes de laitues qui sont concernées. Donc toutes les laitues sont hors dérogation aujourd'hui. Et il y a quelques espèces qui représentent des gros volumes, type oignons jaunes, poireaux, radis ou concombres, qui sont également concernées par ces espèces hors dérogation.
Et aujourd'hui, toutes les espèces ne sont pas concernées parce que les semenciers ne sont pas en mesure de produire et de fournir suffisamment de semences en quantité et en qualité pour répondre à la demande. Donc voilà la courbe d'évolution des demandes de dérogation faites par les producteurs biologiques depuis 2004. Donc cette évolution, elle est assez constante dans le temps. Elle est liée essentiellement à l'évolution du marché de l'agriculture biologique. Plus il y a de producteurs, plus il y a de production, plus il y a de demandes de dérogation. Il y a des choses qui sont très très logiques et mécaniques. Donc il n'y a pas grand chose d'alarmant. Ce qu'on peut voir là, ce sont des augmentations qu'on pourrait considérer de raisonnables liées à la conjoncture. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup moins raisonnables. Les demandes de dérogation pour ces deux types variétaux, tomates et chou-fleur notamment. La tomate aujourd'hui représente un petit peu moins de 2200 demandes de dérogation par an sur les 15 000 demandes qui sont faites par an en France. C'est énorme, ça concerne 2 variétés uniquement. Et là, ce n'est pas lié uniquement à l'augmentation de la production, c'est lié aux habitudes des producteurs qui ne veulent pas changer de variété. C'est uniquement lié à ça. Pour les choux-fleurs, c'est un petit peu différent. L'augmentation a été importante jusqu'en 2012, c'est en train de se stabiliser là. Et là, les demandes de dérogation, elles sont importantes parce que pour faire une saison complète de production de choux-fleurs, en particulier dans les gros bassins de production, il faut énormément de variétés pour passer toute la saison. Et aujourd'hui, les semenciers ne sont pas en mesure de fournir toutes les variétés pour produire sur une période de temps aussi longue. Enfin, pour finir, voilà les espèces qui sont concernées par les demandes de dérogation. Donc en tomate, il y a 2200 demandes de dérogation sur les 15 000 qui sont faites par an. Ça concerne Paola et Cobra pour 1500 et quelques demandes de dérogation. En chou-fleur, 1180 demandes de dérogation. En radis, 1228 demandes de dérogation pour essentiellement 2 variétés, Fluo et Nelson. En solanacée, 1200 demandes de dérogation. Pour les courgettes, 900 demandes de dérogation, essentiellement pour 3 variétés en courgettes, une en butternut. En haricots, 600 demandes pour 2 variétés, une pour la transfo, une pour le frais. Et en melon, 600 demandes de dérogation, essentiellement pour 2 variétés. Donc tout ça pour dire qu'il y a un petit peu de travail à faire pour que la demande des professionnels soit entendue. Et donc il y a encore un petit peu de travail pour qu'ils aient à leur disposition des semences biologiques de qualité et en quantité suffisante. Donc si je comprends bien, on est dans un déséquilibre offre-demande au niveau de la semence, mais que probablement tout le monde est un petit peu complice ou responsable de ce déséquilibre. Il y a des producteurs qui n'en utilisent pas assez et qui veulent garder leurs semences habituelles et conventionnelles, enfin leur variété habituelle. Et puis peut-être un manque d'effort des sélectionneurs. Mais on y arrivera. En tout cas, il y a des producteurs, donc Camille, qui font cet effort, si j'ai bien compris, d'utiliser un maximum de semences bio et qui vont même jusqu'à les produire pour partie eux-mêmes. Et c'est ton cas, je crois. Il faut que tu nous expliques un petit peu quand on est producteur, qu'est-ce qui est important quand on sélectionne une variété, sur quels critères on le sélectionne en fait. Alors, en tant que producteur, on va choisir nos variétés en fonction d'une multitude de critères, et tous les producteurs ne vont pas avoir la même priorisation dans les critères. Les critères, ça va être un minimum de rendement, une tolérance aux maladies, des aspects gustatifs qui sont très importants sur notamment quelques espèces comme la tomate ou la carotte. Ça va être l'adaptation à des créneaux de production ou alors à des sols spécifiques, notamment pour la carotte. Pour les producteurs, c'est important d'avoir de la semence d'origine biologique, même si parfois ça peut entraîner un léger surcoût. Si le surcoût est trop important, effectivement, le producteur aura tendance à aller vers la semence non traitée. Mais c'est important pour la bonne pérennité, la bonne structuration et la cohérence de la filière agriculture biologique. Est-ce que ça change quelque chose, le fait d'être plutôt, si j'ai bien compris, en circuit court? Est-ce que ça change quelque chose de ton positionnement vis-à-vis des semences bio? En quoi le fait d'être en circuit court, ça peut éventuellement changer
ton comportement de choix variétal En circuit court, on va peut-être parfois rechercher la diversité, c'est-à-dire un petit peu se démarquer ou répondre à des attentes de consommateurs qui sont spécifiques dans la région. Voilà. D'accord. Donc c'est le producteur qui propose, qui essaye de faire découvrir la biodiversité à son client, en fait. On peut dire Tout ça à fait. en raccourci ? Oui, ça va beaucoup dans ce sens-là. D'accord. Mathieu. Juste pour compléter, dans l'étude qui a été faite par l'ITAB dans le cadre de Solibam, les plus mauvais élèves en termes d'utilisation des semences biologiques, pour les potagères en tout cas, ce sont les producteurs en circuit long. Ceux qui font le plus d'efforts pour utiliser des semences bio sont plutôt des maraîchers diversifiés. D'accord. Voilà. Donc, dans les 10% qui utilisent peu de semences biologiques, ce sont surtout des producteurs en circuit long. D'accord. Ok. Bertil, ta société, donc tu es sélectionneur bio spécialisé. Dernièrement, si j'ai bien compris, vous avez sorti 2 nouvelles variétés de potimarron, une vert longue qui se conserve mieux, une orange qui est plus productive, une variété de tomates aussi, tu vas nous expliquer tout ça. Apparemment, tu t'adaptes à la demande, il n'y a rien d'original à ça. Oui, est-ce qu'on a une démarche en fait, est-ce qu'on a une démarche différente quand on est sélectionneur bio? Est-ce qu'on a une démarche de sélection qui est différente? La méthode est différente, au sens qu'on a une approche beaucoup plus globale, mais les critères peuvent garder les mêmes lignes quand même, parce que c'est vrai que nous, les critères de sélection, c'est ce que demandent les producteurs. On regarde avant le rendement, les résistances aux maladies, et le goût, la conservation, c'est ce que les producteurs demandent avant tout. Mais là où on est différent par rapport à des conventionnels, c'est qu'on va par exemple, nos méthodes de sélection vont être déjà en bio. Donc on va avoir un système qui va être à très faible entrant, avec des niveaux de fertilisation assez faibles. Et ça peut être très intéressant parce que la plante va s'exprimer totalement elle-même. Est-ce que les sélectionneurs conventionnels vont dire oui, nous aussi on sélectionne pour le rendement et avoir des variétés fortes et vigoureuses, mais ce qu'on appelle, ce ne sera pas des variétés à grand rendement qu'ils vont avoir, mais des variétés qui ont une bonne réponse à un rendement. Et ça, c'est nous, c'est pas ce qu'on veut. On va avoir des variétés qui vont donner un bon rendement d'elles-mêmes et parce qu'elles sont vigoureuses d'elles-mêmes. Et c'est de ce côté-là où on a une approche qui est différente. D'accord. Yann, est-ce que tu partages le point de vue de Bertil, ou est-ce que le fait d'être... Vitalis, c'est une société spécialisée en semences bio, mais qui fait partie d'un groupe plus important. Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que c'est plus difficile? Toi qui as une expérience dans les 2 domaines, est-ce que c'est plus compliqué? Et en quoi c'est plus compliqué de produire de la semence bio? Alors, produire de la semence bio, c'est effectivement plus compliqué puisque on n'a pas le droit au traitement, on va dire, chimique qui permettent de résoudre pas mal de solutions en production de graines. Et donc le risque est plus important, ce qui explique évidemment le surcoût de la graine. Pour rebondir sur ce que disait Bertil, oui, je suis assez d'accord avec elle. Nous, on a un sélectionneur donc chez Vitalis qui s'occupe de certains programmes de sélection. Et après, de nombreux produits qui viennent de programmes de sélection de Enzazaden, avec de très nombreux sélectionneurs, tous différents évidemment. Certains ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire pour trouver des variétés performantes en agriculture biologique. Avec d'autres, ça a pris plus de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même avec le développement de la semence bio et la part de marché du bio sur notre chiffre d'affaires, on arrive quand même à motiver, je pense, la quasi-totalité des sélectionneurs chez nous pour avoir une réflexion spécifique à la bio à chaque fois qu'ils sont en train de sélectionner. Donc en fait, on parle un peu plus devant le micro, hein, pour tout le monde. L'expérience que vous avez dans le monde de la semence en général, elle vous sert pour l'activité en semence bio, si je comprends bien. Hein, Et oui, c'est mutuellement très enrichissant. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on bénéficie grandement des 2 approches, hein, du conventionnel et du bio. Les 2 pour nous se complètent bien. On est très content de cette double activité. Ben, à la limite, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la semence bio pour tout le monde? Parce que finalement, si elle est sélectionnée, je sais pas, Bertil, peut-être tu as un point de vue là-dessus, si elle est sélectionnée pour des aptitudes en bio, finalement, elle doit pouvoir être utilisée en conventionnel aussi. Oui, ça serait un idéal, parce que un programme de sélection, ça prend beaucoup de temps et ça demande énormément d'investissement. Et c'est vrai que des petites structures comme nous, on fait le choix de faire l'investissement,
Mais d'autres structures en seraient incapables ou ne prendraient pas le risque parce que ça coûte beaucoup trop cher et beaucoup trop de temps. Pour développer une variété, c'est pas juste je me dis oh celle-là elle est jolie, je continue avec. Développer une variété, ça prend minimum entre 8 et 10 ans avec du travail rigoureux, de la sélection de lignées est quelque chose qui est énorme. Donc c'est vrai que c'est seulement des grandes multinationales ou des semenciers comme Phytalis qui ont été en contact avec d'autres sélectionneurs qui reprennent nos variétés. Et on pourrait se dire, c'est des choses qui coûtent tellement cher, pourquoi les faire déjà dès le départ un peu mieux? Et on se dirait, si tous les sélectionneurs prenaient beaucoup plus le bio en compte avant, et même tout court étaient en bio, parce que les conventionnels, d'ici quelques années, ils vont avoir de moins en moins de produits, de moins en moins de choses à utiliser, ils vont tendre vers la bio. Donc c'est vrai qu'ils veulent aussi des variétés résistantes aux maladies autant que les bio. Pour les bio, c'est encore plus important, parce qu'ils ne sont pas protégés au niveau fongique et au niveau maladie. Et c'est vrai que quand on y pense, on pourrait se dire, ils pourraient déjà sélectionner en bio dès le départ, avec des critères qui sont adaptés à la bio, et ça répondrait aussi aux attentes des conventionnels. D'accord. Oui, Yann. Alors, évidemment, c'est partiellement possible, mais on est confronté à la réalité du marché. On a en face de nous des sociétés qui ne sont pas impliquées dans la bio. Il y a Monsanto, il y a Syngenta. Voilà, nous, on est en concurrence directe avec ces gens-là. Et la sélection en sol ne permettrait pas évidemment de trouver des variétés performantes pour la tomate hors sol, etc. Il y a plein de marchés qui sont extrêmement concurrentiels et sur lesquels il faut vraiment qu'on soit au plus proche des conditions de production des producteurs. Donc en l'occurrence là on parle des conventionnels, pour arriver à avoir la meilleure variété sur le marché. Mais ponctuellement, oui, on a des programmes de sélection, les courges notamment. Sont sélectionnés, une partie du programme courge est sélectionnée chez Vitalis. D'accord. Et on a commercialisé nos semences chez les conventionnels. Donc on commence à aller dans cette voie-là, même si c'est plus compliqué qu'il y paraît, parce que pour le néophyte, la conduite d'une culture de semences, c'est quand même 2 ans, hein, si je comprends bien, donc 2 ans de difficultés, de contraintes sanitaires, c'est ça ? Ça dépend, il y a des bisannuels et d'autres variétés qui sont beaucoup plus rapides à produire. D'accord. Bon. On a vu avec Mathieu au début, donc il y a quand même une forte proportion d'agriculteurs bio qui utilisent de la semence bio. Peut-être pas suffisamment encore, mais en tout cas, est-ce que c'est le cas dans tous les pays? Est-ce que finalement, quand on n'a pas de semences bio disponibles, si j'ai bien compris, on a une possibilité de dérogation? Est-ce que dans tous les pays, on est dans la même situation? Alors, je voudrais déjà un tout petit peu nuancer donc, ce qui a été dit sur les demandes de dérogation en France. Sur les variétés qui sont effectivement très demandées, on s'aperçoit, si on va sur Internet rapidement, que c'est des variétés qui sont proposées sur de nombreuses gammes amateurs par de très nombreux petits revendeurs. Il faut savoir que sur les jardineries, etc., le prix de la graine est très très important. Et en général, ces structures-là se retournent volontairement vers des variétés qui coûtent beaucoup moins cher que des variétés plus performantes et disponibles en semences biologiques. Donc ça, c'est quand même une explication de ces gros volumes sur quelques variétés demandées en dérogation. Pour ce qui est par contre de la situation dans les différents pays de l'Europe. Oui, il y a une distorsion claire de concurrence entre des pays, plus particulièrement du sud de l'Europe, qui aujourd'hui utilisent très très peu de semences biologiques. D'accord. Et c'est un de nos défis, en tout cas chez Vitalis. On a embauché très dernièrement une personne qui tourne sur l'Italie et l'Espagne pour expliquer l'utilité d'utiliser des semences biologiques en agriculture biologique pour la cohérence de la filière. Parce que c'est valable évidemment aussi pour les filières espagnoles et italiennes. C'est forcément une préoccupation pour nous parce que le salon Medfel, hein, comme vous le savez, c'est les pays méditerranéens. Donc si on n'est pas dans des situations de concurrence équivalentes au niveau de l'utilisation des semences, c'est quand même un peu gênant. Donc il faut espérer que ça s'améliore. Marché français trop limité, donc il y a quand même aussi un peu... tu semblais supposer qu'il y avait des semenciers pas assez investis sur la production de semences bio. Je me trompe ou pas, Mathieu? Il y en a un certain nombre qui ne sont pas du tout investis sur la semence bio et qui ne le seront jamais. Il y a certains qui affichent quelques variétés disponibles en semences biologiques sur leur catalogue et qui ne dépasseront jamais ces 10 ou 15 variétés disponibles tous les ans. Je pense que ce n'est pas sur ces entreprises-là qu'il faut s'appuyer pour
pour faire en sorte que le marché de la semence bio se développe et que les producteurs utilisent des semences biologiques en quantité plus importante. Donc il faut s'appuyer sur des entreprises qui ont des démarches de sélection en bio. Donc là on est vraiment sur la création de variétés biologiques plus que sur de la production de semences en bio. Donc il y a des entreprises comme Vitalis, Bolster, il y a Gauthier en France qui fait aussi ce genre de travail. Après il y a des artisans semenciers qui font ce travail également en France, qui proposent une gamme assez variée. Donc c'est sur ces entreprises-là qui font le choix de développer des gammes biologiques. C'est sur cela qu'il faut s'appuyer pour travailler à développer l'utilisation des semences biologiques. Donc, il y a un travail à faire donc, avec les semenciers, un travail avec les producteurs, et entre les deux, il y a aussi un gros travail à faire avec les pépiniéristes, les producteurs de plants maraîchers, qui sont aussi de gros préconisateurs de variétés et qui font le choix d'avoir une gamme très très restreinte pour des raisons économiques. Et donc dans ce cas-là, le producteur de légumes se fie à son pépiniériste pour acheter ses plants et il n'a pas vraiment le choix des légumes qu'il produit. C'est vrai que c'est un peu une relation de dépendance dans laquelle vous essayez de vous extraire, en fait, un petit peu, Camille, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, les semenciers, c'est normal qu'ils se concentrent sur des parts de marché qui sont plus importantes. Mais en agriculture biologique, il y a une part plus importante des producteurs qui commercialisent en circuit court ou qui recherchent de la diversité peut-être plus qu'en conventionnel. Alors la bio, c'est déjà une petite part de marché, mais du coup, on va avoir plein de petites parts dans déjà un petit gâteau, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est normal, on comprend tout à fait que les semenciers ne s'investissent pas sur ces petites parts, mais c'est important qu'il y ait d'autres dynamiques, d'autres initiatives qui s'emparent un petit peu de ces niches et qui développent des actions comme nous, ce qu'on peut faire à Bio-Loire-Océan ou comme ce que la PFLBB peut faire en Bretagne, où on va essayer de combler finalement ce manque en fait, avec un travail réalisé chez les producteurs pour répondre à des demandes très, très spécifiques. C'est une question de cohérence, on peut dire. Tu as envie de retrouver un peu le savoir-faire paysan, parce qu'avant finalement le paysan il était autonome avant de devoir être dépendant quelque part des semenciers, non, c'est ça? Oui, pour certains maraîchers, c'est effectivement dans cette dynamique qui s'intéressent aux semences et à la sélection participative. Pour d'autres, c'est plus parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans les catalogues traditionnels qu'on leur propose. Voilà. D'accord. Bertil, on a effleuré le sujet de sélection sur d'autres critères que le strict rendement, donc adapté à la culture bio. Est-ce que tu pourrais développer un peu le propos sur des porcs buissonnants, je ne me souviens plus, en potimarron par exemple, qu'est-ce qui mérite d'être, à quoi il est nécessaire de faire attention quand on sélectionne pour une variété bio? En faibles intrants, porcs buissonnants? Oui, tout à fait, je comprends la question, je réfléchissais. Oui, ce qu'on explique, c'est que les producteurs bio ont des itinéraires techniques assez différents des conventionnels. Et par exemple, je donnais l'exemple que nous, on cherche à avoir une variété de potimarron qui est bien buissonnante et qui va couvrir le sol un peu plus tard, parce que un maraîcher bio va devoir désherber le plus longtemps possible mécaniquement. Et c'est vrai que s'il peut passer avec le tracteur plus près de la plante, et si le port de plante au départ est un peu plus élevé, il peut avoir un désherbage mécanique plus efficace. Et après, par contre, la plante va se développer beaucoup mieux et couvrir le sol et gérer les adventices de cette manière-là. Et c'est des petites choses comme ça que c'est vrai que si on n'a pas le regard proche du producteur ou on n'est pas proche des producteurs aussi, on ne peut pas toujours avoir. Et après, l'autre exemple, c'est par exemple les tomates. Si on a une tomate qui a un système racinaire qui se développe énormément, elle va gagner d'elle-même, puiser d'elle-même ses nutriments dans le sol. Et ça, aucun sélectionneur en conventionnel qui va faire de la tomate en hors-sol aura une tomate avec un bon système racinaire.
Et ça, c'est vraiment des différences génétiques que nous, on peut voir. On voit nos lignées, celles qui ont un système racinaire pas très bien. On ne va pas les arroser pendant un petit moment. Puis on va voir toutes celles qui plantent un peu du nez. On va se dire, bah, celle-là, elle n'a pas assez de racines parce qu'elle n'est pas allée plonger plus loin. Donc on sait que génétiquement, celle-là a un système racinaire moins développé. Pour autant, si j'ai bien compris, il y a du bon et du savoir-faire complémentaire quand même entre les sélectionneurs bio et non bio. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ce que disait tout à l'heure Camille, que on peut, comme des initiatives comme nous, on peut développer une nouvelle variété qui répond aux attentes des producteurs, mais ça peut prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que les bio... certains producteurs aiment aussi des variétés conventionnelles parce qu'elles répondent exactement aux attentes. Si on parle, par exemple, de la question des résistances, il y a certaines résistances sur des maladies qui viennent de variétés de plantes sauvages, et c'est des résistances qui sont... Mais du coup, pour avoir un produit final, par exemple en épinard, ça prend un temps énorme pour avoir la résistance qui vient d'une maladie sauvage et avoir un produit final comme on le reconnaît, qu'on aime manger, ça prend beaucoup de temps. Et de ce côté-là, si chaque petit bio de son coin doit mettre en place un programme de sélection, c'est pas possible. Et c'est là que les gros semenciers, les gros joueurs, qui pour eux, c'est insignifiant, le bio, c'est 1%, même pas de leur chiffre d'affaires, et une petite culture sur leurs 800 cultures, ils vont pas jouer le jeu. Alors que pourtant, pour nous, ça correspond à 90% des races en tomates. Et c'est là où il faudrait faire pression sur eux pour qu'ils acceptent de les produire en bio eux-mêmes ou de fonctionner sur des licences, sur des produits, des choses comme ça. C'est ce que vous faites. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Alors, nous, sur la sélection dédiée au bio, on a eu un peu la même lecture des attentes des consommateurs sur le potimarron, puisqu'on a aussi sélectionné des potimarrons à port-buissonnant. C'était effectivement important et ça a remporté un franc succès sur le marché. Après, on parlait de synergie avec le conventionnel tout à l'heure, et on se bat aussi pour amener des variétés un peu moins gourmandes en intrants sur le marché du conventionnel, non seulement en termes de résistance maladie, mais aussi en termes de besoins en fertilisation. Donc là, on a un projet sur la courgette, mais c'est un travail de longue haleine. Les producteurs ont vraiment des habitudes. Et même là où c'est supposé être du gagnant-gagnant avec un gain sur les intrants, un gain pour l'environnement et des résultats identiques à l'arrivée, on a du mal quand même à faire changer ces habitudes-là. On y arrive, mais c'est vraiment très lent. Voilà, ouais, d'accord, ok. Et pourtant, Camille, ce qui est important pour toi, si j'ai bien compris, hein, tu me diras si je me trompe, mais tu penses qu'il faut que la sélection bio, elle démarre très tôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là? Oui, alors ce qui se passe aussi en bio, et je pense que Bertie le confirmera, c'est que certaines variétés ne sont pas multipliées en bio parce que tout simplement elles ne peuvent pas l'être, notamment certains hybrides, car les lignées parentales sont tellement dépressives, tellement affaiblies par des autofécondations successives, qu'elles sont hypersensibles et finalement elles ne peuvent pas, elles ne vont même pas fleurir et il n'y a pas de production de semences. Du coup, il faut aussi que la sélection prenne en compte le cycle de multiplication de la semence pour que la production de semences aussi soit plus rentable et soit plus efficace, et donc la semence bio moins chère et donc plus facilement abordable par les producteurs bio. Et puis il y a certains critères qui peuvent peut-être être importants de prendre en compte, oui, pendant toute la durée de sélection. La semence a une mémoire sur plusieurs cycles. Donc il est important de commencer depuis le début, quoi, en fait, hein, donc de ne pas attendre de faire une hybridation pour travailler en bio, c'est ça? Oui, puisqu'au cours de la fabrication entre guillemets des lignées, on va se rendre compte que si on cultive ces lignées en bio, on va se rendre compte que finalement, ça ne tient pas la route. Alors, oui, pardon, Bertil. L'exemple qu'on peut donner, c'est que dans certaines productions, ils utilisent des hormones de floraison. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tout synchroniser pour pouvoir avoir qu'elles fleurissent au même moment et faire des croisements. Et ça, en bio, c'est interdit en production de semences bio, les hormones de floraison. Donc,
si les variétés, les lignées parentales ont toujours été sélectionnées dans un système qui avait des hormones de floraison, au final, ils n'arriveront pas à faire les croisements de manière vraiment naturelle, parce que la fleur mâle et la fleur femelle fleuriront jamais au même moment, par exemple. D'accord. Alors, jusqu'à présent, on a fait l'économie dans le débat de la qualité gustative, du goût. Hein. On a parlé d'adaptation aux techniques culturelles, à la conduite de la culture, culture à faibles intrants. Et pourtant, le consommateur bio, en tout cas, il attend du produit bio qui soit au moins bon, et si ce n'est meilleur que ce qu'il a l'habitude d'acheter. Enfin, il y a une promesse gustative qui n'est pas toujours tenue, semble-t-il, dans la disponibilité des semences bio. Est-ce que tu as une vision là-dessus, une analyse là-dessus? Alors, c'est une demande récurrente du consommateur, c'est une demande récurrente aussi du producteur de légumes, d'avoir des légumes qui ont du goût. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de programmes de sélection en France ou à l'étranger axés sur la sélection sur la base des critères gustatifs. Alors, depuis une vingtaine d'années, je pense que Kultursat en Allemagne travaille là-dessus, sur la sélection en biodynamie, en prenant en compte les caractères gustatifs des légumes qu'ils produisent. Donc ça se fait voilà, en biodynamie en Allemagne depuis un moment. En France, les schémas de sélection participative qui se sont développés ces dernières années prennent en considération l'aspect qualité organoleptique sur un certain nombre de produits. Je pense que BioLoire Océan, c'est ce qui a été fait sur la carotte notamment. Donc, dans d'autres structures, c'est fait également. Et l'ITAB, ces 3 dernières années, a financé une thèse sur la sélection participative et sur justement la prise en compte de la qualité gustative des produits en sélection. Donc, ça a été fait sur le blé, et donc axé sur la qualité gustative du pain. Ça a été également fait sur le brocoli. C'est des choses qui démarrent petit à petit en France, mais c'est un schéma de sélection qui nécessite d'être repensé, on va dire, du sol au plafond. Et il faut que la partie gustative soit prise en compte dès le début du processus de sélection, et pas uniquement sur les 2 dernières années de multiplication. Donc finalement, il n'y a pas que le rendement et la productivité, tu voulais dire et on va laisser peut-être... Vas-y, d'abord. Le goût, c'est quelque chose qu'on va prendre beaucoup en compte, mais qui est très subtil et très personnel. Donc c'est quelque chose qui est dur à mesurer. Et on ne peut pas imaginer, si vous avez 300 lignées, on ne va pas goûter 20 tomates de 300 lignées, c'est un peu dur. Et après, il y a une partie génétique qui est importante, mais il y a une conduite culturelle qui joue le rôle le plus gros. Et au niveau du goût, c'est vraiment au producteur, à lui aussi, à faire un travail dessus, à regarder à quelle maturité il va ramasser son produit et quel taux de fertilisation il va avoir. Parce que le niveau de fertilisation a un rôle énorme dans le goût. Alors Camille, pourquoi cette fameuse sélection, dis-nous un tout petit peu quand même sur la carotte, cette fameuse carotte violette, je crois, je sais pas, comment elle s'appelle d'ailleurs? Alors en fait c'est une souche qui a été conservée, retrouvée par le réseau Carottes et autres Docus, qui a un réseau de ressources génétiques. Cette souche, elle a été appelée anthocyanée parce que le responsable qui a reçu le lot de semences n'avait pas de nom de la variété. Après, nous, on l'a découverte, entre guillemets, lors des essais variétaux que l'on fait chaque année depuis 2005 en carottes, sur des variétés population. Et finalement, ça a été quelque part un coup de cœur du producteur qui l'a trouvée intéressante tant à la fois sur son aspect que sur son goût qui est différent d'une carotte de type nantaise, orange nantaise. Voilà. Du coup, on l'a sélectionné, on a trouvé une corrélation, après il n'y a pas eu de mesure scientifique, mais entre l'intensité de la couleur du cœur et son goût un peu moins terpénique en fait. Plus le cœur était jaune et plus le goût terpénique semblait ressortir. Du coup, au lieu de goûter chaque carotte, on a choisi de sélectionner sur la couleur intérieure des racines. Voilà, et depuis pour la 3e génération cette année, on a sélectionné les porte-graines en coupant une à une les racines. Et au début, cette carotte était commercialisée uniquement en circuit court, et aujourd'hui, on l'a commercialisée sur une échelle plus grande. Mais après, ça représente un tout petit volume par rapport à
à la production totale de carottes. Hein. D'accord, pas de quoi concurrencer ton voisin. Yann, qualité gustative, est-ce que c'est dans l'ordre des priorités de sélection? Est-ce que c'est au dernier rang ou au premier? Alors ça dépend vraiment des espèces. Hein. Y a des espèces comme le melon où clairement le gustatif a toujours été défini comme un des critères clés en sélection variétale. La tomate aurait dû toujours l'être également. Il y a eu quelques pertes au niveau gustatif qui sont liées aux besoins d'export et de durée de conservation. Alors il y a quand même un travail qui est fait, je pense, aujourd'hui par tous les semenciers sur le goût de la tomate. Et nous, pour ce qui est de la gamme bio, il y a des variétés que l'on ne juge pas assez gustatives, que l'on va écarter et ne pas proposer, même si la demande est là, parce que la variété a des résistances. Vous préférez écarter des variétés qui ne seraient pas assez gustatives en bio? Oui, pour la cohérence de la filière, il nous semble préférable d'écarter ces variétés-là. Et en revanche, on rajoute d'autres variétés à la gamme que l'on n'aurait pas proposées en conventionnel, parce qu'un petit peu moins productives, mais qui gustativement amènent quelque chose. Donc finalement, on se rejoint tous sur ce point-là, la qualité gustative elle est importante. Tu voulais rajouter quelque chose, Camille? Oui, je voulais rajouter le fait qu'on parle souvent de gustatif et que le seul trait de caractère qui est retenu, c'est le sucre, alors qu'il y a plein d'autres critères descripteurs qui sont aussi importants à valoriser. Et c'est vrai que le consommateur a été un peu habitué et a tendance naturellement à rechercher le goût sucré dans les produits qu'il consomme, même dans les fruits et légumes. Et ce serait bien de sortir, de retrouver la diversité gustative qu'il peut y avoir dans certains légumes. Yann? Alors je voudrais rajouter que certains produits ont été très décriés, notamment certaines tomates, on l'a tous vu à la télévision. Il faut savoir qu'un produit peut être bon gustativement, mais récolté hors créneau, puisqu'il y a parfois de la demande en dehors de la saisonnalité du produit, il est effectivement pas très bon. La façon dont on le prépare est aussi importante, la façon dont il est cultivé, la chaîne du froid parfois, et le mode de conservation aussi par le consommateur. Une tomate qui va au frigo plusieurs jours avant d'être consommée, évidemment, perd énormément. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui jouent et qui amènent à des raccourcis fâcheux. C'est vrai que la qualité, c'est un sujet complexe, mais bon, on sait qu'il y a des variétés qui ne seront jamais bonnes, de toute façon aussi. Peut-être l'occasion maintenant de conclure un peu ces échanges. On pourrait y rester l'après-midi et même demain. Est-ce qu'on peut arriver à concilier finalement à privilégier vraiment le besoin des producteurs et de concilier l'exigence de performance économique d'un côté et écologique et pourquoi pas gustative de l'autre? Votre point de vue? Je pense que le système de dérogation qui a été mis en place en France permet de concilier tout ça. Il permet aux producteurs d'utiliser les variétés qu'ils souhaitent utiliser dans la mesure où, en fonction des disponibilités en semences bio. Voilà. Maintenant, ce système de dérogation, comme tout système de dérogation, il n'est pas censé être durable dans le temps. Ah, parce qu'il ne va pas durer. Donc en 2020, il n'y a plus de dérogation. 2020, 2021 ou... Donc, d'accord. La date n'est pas fixée, mais un système de dérogation... Dans 5 ans, il n'y aura que des semences bio et suffisamment. Il faut l'espérer. Maintenant, il faut faire les choses progressivement, faire en sorte que la réglementation évolue doucement, que les semenciers s'investissent un petit peu plus dans la bio et que les producteurs fassent aussi l'effort d'acheter des semences bio quand elles sont disponibles pour soutenir les semenciers justement qui font l'effort de développer des gammes biologiques. Parce que le problème, il est aussi là. Et donc, il y a des efforts à faire sur tous les niveaux dans la filière. Donc, Bertil, tu veux qu'on t'achète plus de tomates bio? Oui, exactement. Après, c'est aussi aux producteurs à se réapproprier le choix variétal, parce qu'il y a encore beaucoup de producteurs qui disent bah oui, je fais une tomate ronde rouge, et ils seront incapables de vous donner un nom. Sur la tomate, normalement, ça va, mais sur d'autres choses, ils vont juste prendre ce que leur donne le producteur de plan. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, d'un point de vue, on peut déjà avoir ça, que les producteurs se réapproprient vraiment le choix variétal. Et comment on peut faire pour se réapproprier le choix variétal alors? Se pencher sur la question. Après, c'est vrai qu'un maraîcher, il a beaucoup de choses à faire.
Se former peut-être? Et mieux financer les essais variétaux dans les stations d'expérimentation. Ah, parce qu'on manque de financement public. C'est ça? Ce n'est plus censé être financé par l'argent public. D'accord. Et c'est une nécessité pour la filière bio que les essais variétaux soient financés dans les stations. D'accord. Donc on doit faire une exception pour les semences bio, pour la sélection variétale en bio. Parce que c'est vrai que c'est pas la tendance. D'accord. Est-ce qu'on peut finalement compter uniquement sur les sociétés privées finalement pour accompagner cet effort? Parce que 5 ans, c'est après-demain, quoi. Hein. Alors oui, c'est après-demain, mais je suis assez optimiste parce qu'on a des programmes qui sont chez plusieurs semenciers impliqués dans la bio, qui sont encore jeunes et peu visibles sur le plan du conventionnel et du bio, mais qui apportent déjà des variétés standards, donc qui seront les standards de demain, ou qui vont apporter les variétés standards de 2020. Donc il y a toute une machine qui est en marche. La nature ayant horreur du vide, les attentes vont être, je pense, comblées par les semenciers déjà impliqués. Et je pense que la pression qui sera mise sur les semenciers, en tout cas une partie de ces semenciers qui sont moins impliqués aujourd'hui, va être suffisamment forte pour les inciter à produire, pas toutes les variétés peut-être, mais quelques variétés phares qui représentent le gros des dérogations aujourd'hui. Donc ils vont se mettre naturellement au bio, donc tout va bien. Non, c'est pas ça? Il faudra bien leur forcer la main, mais il faudrait qu'ils jouent le jeu. C'est ce qui est vraiment important pour les bio. Mathieu? Le changement de statut des variétés dans le régime des dérogations a fait que les semenciers ont passé le pas pour certains. Donc le fait de passer l'ensemble de la gamme laitue, par exemple, hors dérogation, a fait que l'offre commerciale s'est un petit peu développée. Donc, et ça sera la même chose sur d'autres espèces, j'en suis persuadé. C'est une évidence. Donc la contrainte fait la carotte, par exemple, passera hors dérogation en 2017 ou 2018. D'ici là, je pense que les gammes commerciales vont s'étoffer largement. D'accord. La carotte et le bâton. La carotte et le bâton, c'est pas le mot de la fin, mais presque, Camille. Il ne faut pas que cette obligation d'utiliser les semences bio se fasse au détriment du choix des producteurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder une gamme, en fait, une gamme de choix, un nombre suffisant de variétés. Et c'est pour ça que le comité, je pense que le comité veille à ça, en fait, avant de passer les variétés hors dérogation. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. Ça a été fait une fois, malheureusement, sans l'aval des utilisateurs. On a fait machine arrière. Bon, donc je crois qu'on va en rester là pour ce débat, mais qui mériterait plein de prolongements. Il y aura peut-être des questions, mais en aparté, avec les intervenants, si vous voulez les interroger à l'issue de cette table ronde. Merci à vous en tout cas, et puis rendez-vous à l'année prochaine pour un débat un peu similaire, et probablement sur la sélection en arboriculture fruitière. À bientôt.